Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, mardi 7 mai, le plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de cette émission. Vous qui êtes du côté de l'AB Centre, vous nous suivez là sur 99.7, la même fréquence à Bokeh et dans le Kakandé, également la même fréquence à Zérékoré-Ville et dans toute la région forestière. 99 à Cancan, mais là de ce côté, Mohamed Diaby, on nous signale depuis quelques jours, on n'est pas reçu du côté de Cancan, donc c'est une interpellation pour le pôle technique. 4 moyens pour interagir à nos sujets, à nos débats dans cette émission. Si vous êtes abonné Orange, GG au 8037 657 39 13 13. Si vous êtes à l'étranger, vous faites précéder ce numéro de l'indicatif de la Guinée, le 00224. Vous avez également la possibilité de nous saisir via le compte Twitter de cette émission, #EspaceGG. Autrement, vous pouvez aussi nous contacter via notre site internet www.espacefmguinée.info. Merci de nous rester fidèles. À la une, les partisans du président Alpha Condé en ordre de bataille pour lui obtenir la possibilité de solliciter un mandat de plus à la tête de la Guinée. Pour y arriver, ils mettent tous leurs efforts en ce moment dans la campagne pour destiner plutôt à vendre l'idée d'une nouvelle constitution au Guinée. Une nouvelle constitution pouvant permettre à leurs champions de briguer un mandat supplémentaire, synonyme d'un 3e mandat à la tête du pays. Mais il faudra faire avec l'opposition d'une frange de la classe politique et des populations à ce projet. Un front anti-3e mandat et pour la défense de la constitution en vigueur depuis mai 2010 s'est constitué à cet effet et est déterminé à faire barrage à toute velléité de nature à empêcher l'alternance en 2020. Quelle est l'opportunité d'une nouvelle constitution en Guinée, pour la Guinée, et pourquoi accorder un mandat de plus à Alpha Condé? Madame Domani Doré, elle est membre du comité central du RPG-Cancan, c'est l'ancienne ministre de la culture et des sports. Elle est notre invitée exceptionnelle en ce mardi. Des agents affectés au compte de la police nationale ont grimacé hier. Ils crient à une supposée violation du statut spécial de la police et indexent notamment leur directeur général. Que répond ce dernier? Comment réagit-il aux dénonciations faites par ces agents et notamment directement adressées à sa personne? Général Ansouman Kamara Bafoué, directeur général de la police nationale, il sera au téléphone dans cette émission. Les 518, un groupe de jeunes DAF qui concentre les attentions mais aussi les commentaires les plus nourris de par les préjugés sur leurs fonctions et parfois leur engagement politique. Ils font l'objet des critiques des plus acerbes souvent dans l'opinion. Question ce matin, qui sont-ils ces 518? Pourquoi le groupe des 518? Par quoi se traduit leur injection dans le circuit financier du pays? Qu'est-ce qui justifie leur engagement politique aux côtés du président Alpha Condé? Monsieur Alaoudine Barry, il est responsable du groupe responsable de la communication du groupe des 518. Il est aussi chef de la cellule de ciblage des douanes guinéennes à l'aéroport de Conakry. Il sera également en notre compagnie dans la deuxième partie de cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Moussa Moïse Nabilaï, Moussa Moïse Yassila. Bonjour. Bonjour, l'homme de Wassolo, bonjour. Bien. Bonjour madame la préfète. Bonjour Titi. Monsieur Malik Koulemou, bonjour. Il paraît qu'un embouteillage infernal hier. On va en parler parce que hier c'était vraiment galère. Mohamed Mara, permets-moi de... Bonjour Mohamed Mara. Répond. Bonjour. Bien. Demba Diallo. Voilà. Hier. C'est mon nom complet. Aboubakar Sidiki Demba Diallo. Oui, bien sûr. C'est mon nom complet. Oui. Hier avec... Aboubakar Demba Sidiki Diallo. On va revenir un peu sérieux. Bien. Hier avec le déplacement du Demba ou Djamba Djamba, tout ça. Mais attendez, attendez les gars, pendant ce temps hier... Plus sérieusement. Pendant ce temps hier, nos concitoyens, moi je n'étais pas dedans, ont galéré 5-6 heures dans l'embouteillage. 5 heures, 6 heures pour certains dans l'embouteillage.
dû au déplacement du chef de l'État lors de la visite de son homologue de la Sierra Leone, Madabio, qui est encore là. Il faut que la police routière sache s'organiser, surtout pendant ce mois de Ramadan. Et que les gens quitteraient très tôt leur lieu de travail pour aller se préparer, pour déjeuner en famille, et les femmes iraient faire la cuisine. Mais hier, c'était vraiment infernal, l'embouteillage. Je sais pas si c'était du jamais vu, mais la plupart selon beaucoup de citoyens, la plupart des fidèles musulmans ont rompu le jeûne dans leur véhicule. D'autres à bord la route, d'autres ont cherché des familles où aller à côté, où aller rompre le jeûne. Je pense que hier c'était vraiment très difficile. La police routière, c'est le manque d'infrastructure, tout simplement. Oui, mais la police routière, on n'en a pas fait suffisamment depuis 9 ans. C'est ça la réalité. La police routière devrait être alerte par rapport à la situation. Alerte comment? Vous allez mettre les gens sous l'eau? Non, attends, je te dis. La Guinée est un pays. Il faut que les gens circulent sur les routes. Il n'y en a pas, Roby. La Guinée est un pays musulman par excellence. Alors hier, la police routière soit devrait faire des recommandations à la présidence, dire au président de la République, à l'heure à laquelle vous allez accueillir votre homologue au niveau de l'aéroport de Bessia, c'est une heure où, au cours de laquelle les musulmans beaucoup de musulmans vont rentrer chez eux pour la rupture de jeûne. Je te comprends, Roby. Soit vous utilisez l'hélico, ou alors on essaie de faire un décalage. Justement, lorsqu'un chef d'État étranger doit arriver, ou lorsque le nôtre doit se déplacer, on ferme la circulation, tout un pan de l'autoroute, plus 2 heures, 3 heures avant. Exactement. C'est très grave. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est cela le problème. En fait, ce qu'on sent là, c'est qu'ils ont plus de considération pour le visiteur, pour le chef de l'État, que pour cette population. On le dit souvent, il y a un manque de considération totale vis-à-vis de cette population. Sinon, la première des choses déjà, c'est d'informer sur les heures et les lieux à fermer. Ça déjà, c'est à faire. On a une visite demain, tenez-vous bien, de tel endroit à tel endroit, de telle heure à telle heure sera fermé. Comme ça, c'est un communiqué qui les gens devrait prendront leur passer disposition. sur toutes les antennes. Déjà, les gens sont au courant. Maintenant, il faut aller vers des mesures qui ne vont pas fatiguer carrément. On peut par exemple toucher la corniche, mais imaginez, on laisse la corniche, on sait que sur l'autoroute, il n'y a que 2 voies principales. On boucle carrément l'autre, et comme tu l'as dit, pendant des heures avant, effectivement. Et des heures avant, donc durant un bon moment, et on connaît, c'est vrai que ça arrive souvent quand les chefs de l'État se déplacent. J'ai vu un exemple du côté de Sangoya, et ce jour, je vous dis, je sais pas, il y a juste eu un coup de fil, comme quoi le président venait dans les parages. Tout d'un coup, quelqu'un s'est levé et a dit, il faut fermer. Nous, on était là en train de voir comment rebrousser chemin. Du coup, on a vu qu'on a libéré. C'est pour vous dire qu'il n'y a même pas une organisation. C'est juste que quand on sent que le chef de l'État doit être dans les parages, on prend des mesures, on ne prend pas en considération les problèmes de cette population. Sinon, ce qui s'est passé hier, on pouvait prévenir. Au-delà de prévenir, mettre en place une organisation pour que les gens ne souffrent pas. C'est vrai. Les grandes infrastructures, c'est une réalité. Il faudrait justement qu'on tienne compte de ça. On ne peut pas faire souffrir des milliers de Guinéens à cause d'un seul individu, même s'il est le président de la République de la Sierra Leone ou des États-Unis. Non. La Guinée, la priorité. Il y a un hélico en plus de ça. Qu'on essaie un peu de respecter à un moment cette population, qu'il y ait des mesures, parce que tout ceci est possible. On s'organise pour permettre aux gens de bouger. Et hier, c'était le premier jour du Ramadan. Donc on connaît le pays. Galère hier. Très tôt, imaginez ces femmes qui ne pouvaient plus rejoindre leur domicile pour cuisiner pour leur mari. Mais imaginez, où sont nos autorités pour penser à la place de cette population? Première journée de Ramadan, mais première journée de péché pour nos gouvernants hier. C'était galère hier. Moi, journée galère. Je suis d'accord avec un pan du raisonnement de Mafoudia. Il fallait penser à prévenir, à informer, à communiquer, afin que les utilisateurs des engins roulants puissent savoir à quelle heure le président Sierra Leone arrive, quelle est la route itinéraire qui va être empruntée et quelles sont les routes secondaires qui seront libérées afin de permettre qu'il y ait une certaine fluctuation. Il y en a des routes secondaires? Ben, je parle de ces routes qui rentrent dans les quartiers, il y en a, bien entendu. Mais j'en parle de la ville là. Écoute, attends. Vous avez combien de fois? Non, mais on vous pose la question pour ça. Non, je vous combien de questions? Je suis expert de la police. Non, mais puisque vous... Je te dis qu'il y a des routes secondaires. Où ça pour arriver en ville? Je vais vous donner un exemple. Puisque toi, tu ne sais pas conduire, je ne sais pas si... C'est pas une question de conduire ici pour ça. Non. On ne parle pas de ça. Je t'explique. Je maîtrise la ville mieux que toi, tu le sais. Non, mais tu connais même pas la ville. Je suis pas d'accord. Non, Moussa, il connaît pas la ville. Mais donc, la seule fois... Mais Moussa, il connaît pas la ville. C'est moi qui te dis. La seule fois où tu as je marche avec Moussa. Tu connais pas la ville. Tu veux pas que je raconte? Mais la seule fois où tu as osé prendre le volant à ma présence, arrivé à Cosa, tu sais que ta chemise, il a fallu la presser. C'est pas possible. Elle était remplie de sueur. Arrête ça un peu. Non, vous êtes en train de tout mélanger là.
rond-point On de parle l'aéroport. de la ville. Attends que Moussa je ne t'explique. lit même pas la ville. Oui. Laisse-moi te parler. Vas-y, oui. Lorsque tu es au rond-point de l'aéroport. C'est quand même incroyable qu'Abakar ne sache pas conduire jusqu'aujourd'hui. Hein. C'est pas grave. Incroyable. C'est pas, Au 21e siècle. c'est pas ton problème. La Terrible, transversale qui mène qui mène vers Bambeto, si elle est bloquée, celle qui mène vers Bessia, si elle est également bloquée, cette route, tu peux prendre le quartier entre la nouvelle station Shell et pour ressortir au niveau du marché de je sais pas si on appelle là-bas Concasseur. Oui, Concasseur. Et il y a 2 voies qui mènent à cette place. Mais je peux te dire, lorsqu'il y a des bouchons, à ce moment, toutes ces routes secondaires sont complètement bouchées. Parce que la police ne fait pas l'effort de dégager. Voilà. Ces routes existent, mais sont occupées par des voitures, des camions qui sont mal garés. C'est pourquoi je parle de cet aspect des choses. La police aurait dû prendre sur elle la décision de dégager toutes ces voies-là. Mais lorsque vous arrivez au pont 8 novembre, comment vous faites? Quand c'est engorgé. Quand c'est engorgé. Non, mais quand même, il y a une certaine. C'est quand même bien rose le pont 8 novembre. Là-bas, vous prenez votre patience. Mais il ne faut pas oublier un aspect des choses. Alors, au pont 8 novembre, vous avez également une bretelle qui passe derrière les rails. Côté, comment ça s'appelle? CCFG. Voilà. Côté CCFG. Vous avez plein de garages là également. Vous vous embrayez soit vers Petit Bateau, tout simplement. Plein de garages. Ce qui est important, plein de garages et de taudis derrière. Justement, il y a des voies de dégagement. Bien, on va s'écouter les gars. Le ministre des Transports, je pense qu'il a mis des idées qui sont vraiment à saluer en prenant l'exemple sur la Côte d'Ivoire par rapport au bateau-bus, mais c'est aussi des idées, au sujet, oui, ce sont des idées, mais peut-être qu'il peut y travailler. Peut-être qu'il peut les matérialiser. Il y travaille. Écoutez, c'est un homme des résultats. C'est bien sûr. C'est vrai que de l'autre côté, nous avons la quand même. Pourquoi vous voulez tout peindre en noir? Je pense que ce sont de bonnes idées. Absolument. Abakassi, là, s'il les met en application, ça peut réussir quand même. Ils ont tous des idées, hein, les ministres. Les concitoyens. Et puis, il faut qu'on évolue un peu. Couramment a des idées d'immeubles. Dans d'autres pays, immeubles. les routes ne sont plus l'apanage de l'État. C'est-à-dire que ce n'est plus l'État qui continue de puiser dans ses caisses pour pouvoir les financer. Parce que ça demande de gros moyens. Pensons aussi à privatiser la route. Pensons à des opérateurs économiques qui peuvent venir mettre les moyens qu'il faut et construire des routes. Du côté de la France, quand même, il y a énormément d'autoroutes aujourd'hui qui ne sont pas dans le portefeuille de l'État français, qui appartiennent à des privés. Effectivement. Parce que au-delà de construire des routes, ces autoroutes où à Conakry? mais même sur la mer, tu peux le faire. La corniche, au niveau de la corniche, tu peux faire des choses. Oui, dans ce pays ne mérite pas des autoroutes. On peut faire une route qui quitte. Mais Moussa, est-ce que vous avez les immeubles qu'il y a aujourd'hui et les hôtels qu'il y a aujourd'hui? C'est juste un zone plus cher que l'autoroute elle-même. C'est quand même une volonté politique. L'État les a laissés. Bien. C'est la chose. Vous avez été au Mali, vous avez été à Bamako. Vous avez vu ces ponts qui traversent le fleuve? Effectivement. Mais c'est la même chose du côté de la Côte d'Ivoire. Oui. Alors on peut, si à la volonté politique on peut, je pense qu'on peut faire cette route là au niveau des corniches, mais les maisons qui vont être cassées seront cassées. Mais une route au moins qui puisse qui puisse appartenir à des privés, qui puisse être large. Mais je pense que ça peut marcher. C'est dans le plan Grand Conakry 2040. Donc Grand Conakry, un siècle après peut-être, mais parce que je ne vois absolument rien en cours. Il faut de la volonté politique. On ne peut pas tout prendre dans les caisses de l'État. Grand Conakry 2040 devait commencer aujourd'hui. Il y ait un environnement favorable pour que des opérateurs privés puissent investir. Je pense qu'il y a des moyens qu'on peut lever à l'étranger pour pouvoir faire ce genre de route. Bien. Pendant ce temps, Mohamed Mara, vous avez suivi ou pas hier cette manifestation des élèves d'un lycée public à Sonfonia? C'est important d'en parler. Mais l'État qui se fait déloger par un privé au motif que l'État n'a pas payé. Écoutez, rappelez-vous, c'est dommage. Rappelez-vous une chose, j'en parlais il y a 4-5 ans ici. Quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas de lycée public de Andalai, sur la dorsale, je vais dire, de Andalai jusqu'à Wanindara. Et je crois pratiquement jusqu'à comment ça s'appelle, jusqu'à la cimenterie. Et ça c'est à Sonfonia, à Fula Madina que ça se passe. Justement. Où l'État a loué comment c'est venu. Oui. Et c'est justement, j'expliquais à l'époque, les violences, tout ça sur l'axe, par ce facteur-là. C'était pas l'unique, mais c'était l'un des facteurs importants à cause de l'absence de l'État. Alors, à un moment donné, ils ont cru résoudre le problème. C'était avec l'actuel ministre de la ville qui a commencé à l'époque à, si vous voulez, à louer des bâtiments privés pour y loger des établissements publics. Cette fois-ci, d'ailleurs, ils sont allés un peu plus loin parce que maintenant, ils sont en train de racheter des écoles appartenant à des privés. Même si là également, je mets quand même un bémol. Parce que j'ai vu ces édifices-là à la télé, ça ne répond pas. Quand ce sont des écoles du public,
construites par l'État ou des bailleurs, des partenaires étrangers, vous verrez que les plans sont différents. Parce que j'ai même vu un R+7 sur ces immeubles, parmi ces écoles, qui n'a pas d'ascenseur. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait même pas d'issue de secours. Et vous allez y mettre des enfants. Il faut que l'État réfléchisse à cela. C'est extrêmement important. Alors, l'État a donc fait une sorte de réquisition de ces bâtiments privés. Il a mis des établissements publics. Mais c'était bon pour un départ. Parce que l'État voulait être présent. Mais il fallait demander. Parce que dans chaque quartier, il y a des terrains qui sont réservés pour les équipements publics. L'État, normalement, dans chaque quartier de Conakry, vous avez un terrain pour les écoles. Vous avez un terrain de football, vous avez un terrain pour le cimetière, vous avez un terrain pour une église et pour une mosquée et pour un centre de santé. Ça, c'est prévu dans chaque quartier. Mais vous avez des quartiers ici où vous avez d'anciens cimetières qui sont aujourd'hui, comment on appelle ça, devenus des habitations privées. J'en connais à Kipé. Par exemple, qui sont devenus des habitations privées ici à Conakry. L'État a laissé faire. Et ça, c'est un grand problème. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Mais qu'est-ce que vous voulez? Le privé, si l'État ne paye pas, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que n'oubliez pas qu'en ce moment, d'ailleurs, je suis en train de mener une enquête comme ça sur un tel dossier, des gens qui veulent exproprier l'État de son immeuble. Et l'État dit, vous voyez des gens au ministère qui disent, on veut ce bâtiment. Et parfois, on veut l'arracher par la force. Mais que l'État paye. C'est une honte. Je comprends la colère de ces enfants. Après déjà plus de 3 mois perdus, et suite aux grèves, nous allons vers les examens à très grands pas et on me dit que non, les enfants ils sont dehors parce que l'État ne paye pas. C'est une honte. C'est une honte dans un département ministériel qui est probablement le plus budgétivore de toutes les entités publiques de notre pays. Vous ne pouvez pas le comprendre. Si vous louez une humiliation pour l'État. Il y a combien d'écoles dans ce temps? Il n'y en a pas beaucoup. Mais ça coûte quoi? Et ces enfants de ce collège, lycée de Sonfonia, mais où est-ce qu'ils vont étudier? Où est-ce qu'ils vont? Oui, mais Aboubacar, voyez les quartiers où se situent ces écoles. C'est là où les citoyens sont laissés pour compte. C'est là où... je suis pas d'accord justement ça. Est-ce que dans ces écoles-là, vous avez des enfants des ministres? Non, absolument. Est-ce que les enfants des ministres, ils sont à l'école française? Ils sont dans les instituts ici. Ce que je veux dire, tout le monde est laissé pour compte quand même. Les écoles publiques aujourd'hui, si c'est le cas, de le dire. Si vous voulez dire que... au défi de me montrer une seule école de Conakry. Il n'y a pas de citoyens laissés pour compte. Mais si plus délaissés que d'autres. Attendez, je suis pas d'accord. Ah si. Oui. On est en train de le dire pourtant. Pendant des années, l'État était absent. Je ne suis pas en train de parler du gouvernement là. Attention. Je vous dis l'État. Pendant des décennies, l'État était absent de l'axe. Il n'y avait pas de grande école publique. Il n'y a même pas d'hôpital. Quand aujourd'hui votre femme est sur le point d'accoucher, vous êtes à Wanidara, soit vous vous rendez dans une de ces cliniques privées et Bicok, ou alors vous le donnez vers les hôpitaux qui sont à combien d'heures hier? Vous parlez des embouteillages tout à l'heure. Et je voulais vous poser la question. Entre le cortège présidentiel et l'ambulance, qui doit être prioritaire sur l'autoroute? Bien entendu, l'ambulance. Mais hier, dites-moi, combien d'ambulances ont pu être bloquées? Combien de patients hier devaient être évacués vers les hôpitaux qui n'ont pas pu être évacués? C'est de cela que je parle. Quand l'État est absent, ça donne ce que ça donne. C'est pourquoi je dis que il y a des citoyens de seconde zone ici. Les vrais citoyens dans ce pays-là, ils ne sont pas nombreux. C'est quelques dizaines, à la limite quelques centaines. Qui ne démissionnent pas, même s'ils ne gagnent pas beaucoup, mais ils ne démissionnent pas, parce qu'ils ont le prix de l'essence, ils ont la dotation en carburant, ils ont des émoluments, ils restent en fonction, ils nous saucissonnent, ils ponctionnent carrément nos caisses, et puis après, quand les zombies ont fini leur travail, ils nous parlent de troisième mandat. Moi-même, très amer ce matin. Allez-y, ce qu'il faut reprocher à l'État, c'est... On revient à cette école, au cas des écoles, des infrastructures scolaires. Exactement, ce qu'il faut reprocher à l'État, c'est de ne pas respecter ses engagements auprès de certains privés lorsque l'État décide d'avoir un partenariat avec, c'est le cas qui est arrivé du côté de Sonfonia. Je pense qu'au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire, il y a un plan pour construire une école d'une certaine dimension dans une zone. Il faut que cette zone-là respecte un certain apeuplement. Et je pense que du côté de Sonfonia, il y a le service national des infrastructures qui avait engagé un programme de rénovation des écoles, absolument, mais qui n'a pas bénéficié du financement qu'il faut. Voilà, exactement. Et donc, je pense que du côté de Sonfonia et d'autres quartiers, Wanidara, etc., ce quartier-là respecte les normes qui requièrent la construction de 2 ou 3 écoles publiques dans ces zones, et notamment une université ou 2 universités.
Mais malheureusement, les fonds ne sont pas disponibles au niveau des ministères. Il y a les projets qui sont là, mais l'exécution de ces projets-là ne se fait pas. Donc, ce qui fait que... Parce qu'on met les priorités ailleurs. Exactement. Ce qui fait que le ministère a pris des engagements auprès de certains privés qui ont des immeubles qui parfois ne répondent pas aux caractéristiques d'une école, mais quand même qui sont loués, on appelle ça comme ça, loués avec des frais mensuels et utilisés pour servir d'école de fortune. Mais je comprends pas, il faut se rapprocher de l'école pour comprendre pourquoi. Depuis un certain temps, il peut pas le propriétaire a dit que depuis 2017, c'est ça, l'État leur doit 1 milliard de signer le contrat. Exactement. Il n'a pas versé un franc. L'État leur doit 1 milliard et quelques de francs guinéens selon les informations que nous avons reçues. Et donc lui étant étouffé, a décidé de fermer. C'est pas que c'est lui qui paye les enseignants, c'est pas que c'est lui qui paye les matériels didactiques, mais son immeuble est utilisé par l'État. Et donc lui, normalement dans les conditions normales, devrait être en possession mensuellement ou périodiquement de son dû. Donc puisque ça a pris une année, il a décidé de vider les élèves de l'immeuble, de cadenasser l'école, afin que l'État puisse au moins lui rendre ce dont il a le droit. Ouais. Donc est-ce que ça va faire effet boule-neige? Parce qu'il semblerait que ce n'est pas le seul cas. Est-ce que ça va faire effet boule-neige dans ces jours-ci? On va chasser l'État partout. Bah oui. Puisque l'État était un mauvais payeur. Si l'État, c'était pas nous, c'était pas vous et nous, je pense que je m'en serais vraiment réjoui. Parce que dans ce cas-ci, c'est quand même... il s'agit de nous aussi. Mais quand vous voyez le côté inhumain par lequel on a agi du côté de Kapore et de Kipé2, je me dis, c'est Dieu qui est en train de rendre une certaine justice. Sinon, ce serait pas mal de déguerpir l'État aussi, sans préavis. Ouais. Sans préavis. C'est ce que lui il a fait. Hein. Vous savez. Mais c'est ce que le proprio il a fait. Hein. Le cas, puisqu'on parle des infrastructures scolaires, du côté de Mandiana, vous avez traité le sujet. La direction préfectorale de Mandiana est sous le mangui de la cour de l'école. C'est pas que Mandiana, il y a beaucoup. Lorsque vous devez vous rendre à la direction préfectorale, vous aurez rendez-vous avec le DPE sous le manguier de l'école. Il y a beaucoup de villes parce que les tôles sont trouées, parce qu'ils vivent dans un environnement complètement insalubre. Ça, c'est le cas de Mandela. Je me pose des questions. Il faudrait que le programme sectoriel de l'éducation, celui qui tient les rênes du programme sectoriel de l'éducation, puisse s'exprimer sur ce qui est fait des fonds alloués à la Guinée, quelle destination, quels sont les écoles touchées par tout cela. C'est important qu'on puisse en parler. Je pense que c'est monsieur Cissé qui est à la tête de ce programme. Il faut qu'il communique. On a envie vraiment de comprendre. Chaque année, sur un plan, sur une prévision de nombre d'écoles bien détaillées, combien on réussit à construire. Et vous savez que cette gouvernance se vante d'avoir construit plus de 6000 salles de classe. Et ça, c'était jusqu'en 2015. J'ai envie de le voir. C'est en 2015. Jusqu'en 2015. La question est de savoir, les 10 000. Voilà, 6 000 et à raison de 10 salles de classe par école, par exemple, ça vous fait 600 écoles quand même. C'est un peu gênant. C'est gênant. Je pense que c'est gênant. Vous avez ce cas du côté de Kenya, au niveau de l'autoroute. Vous avez un immeuble appartenant à une famille Keita. Normalement, nous devons en parler peut-être demain ou vendredi. Le monsieur va intervenir parce que c'est un lien avec l'arrestation de l'huissier de justice. Alors, une famille Keita qui, depuis le temps des années 80-90, a accepté de loger un organe, comme on l'appelle, un service de l'État là. Le service, à l'époque, il s'occupe des agréments des ONG, puisque c'était nouveau en ce moment avec l'appui des Italiens. Ils ont décidé de trouver un local pour gérer les ONG. Le service, c'est pour moi. Exactement. Donc, la famille Keita va décider, le vieil homme, à l'époque, il vivait, il a décidé donc de mettre son immeuble R+2 en location. Alors, on signe un contrat de location. Lendemain de la signature de ce contrat de location, des personnes, des communes de l'État transforment ce contrat de location en contrat de vente. Et avec un prix plus bas que le prix de la location annuelle. C'est pas possible. Du bâtiment. Ils font faire des signatures. Ils imitent, à l'époque, monsieur l'ancien ministre de l'administration du territoire était encore dans le rouage du ministère. Je veux parler de monsieur Alassane Condé. Ils imitent la signature en tout cas, il y a sur le document la signature de monsieur Kabele Kamara, parce qu'il était également en ce moment avocat. Donc, il y a au moins quelques signatures comme ça qui vont être imitées et mises sur le document. L'agent judiciaire de l'État lui-même prendra un acte pour dire à l'État, ce bâtiment ne nous appartient pas, libérez les lieux. Si un bâtiment appartient à l'État, normalement ça doit être reporté au niveau du bâtiment bâti public. Effectivement. Le bâtiment bâti public écrit également, ce bâtiment nous ne le reconnaissons pas, il ne fait pas partie de notre portefeuille.
mais de façon illégale. Il est occupé. La famille décide. Imaginez, depuis les années 90, le loyer, aujourd'hui, ils sont autour d'un peu plus de 1 milliard 200 millions qu'ils doivent à la famille. C'est incroyable. Ils ne sont pas capables de payer de l'argent à la famille, mais on fait tout pour pouvoir arracher le domaine complètement des mains de la famille pour en faire un domaine de l'État. C'est inhumain, ça, avec toutes les décisions de justice qui ont été rendues. Les grandes gueules. La cour d'appel a rendu une décision. Et Lucien qui vient exécuter cette décision, On le prend. on dit, qui t'a dit de venir ici? Il dit, mais j'ai reçu Une décision. J'exécute une décision de justice. On dit, tu vas finir en prison. Et attention, c'est même pas comme ça. On l'a appelé au téléphone à la Justement. DPJ de manière absolument illégale. Oui, pour qu'il il dit, vienne- mais qu'est-ce qu'il dit? Non, viens à la DPJ, viens, on l'enferme. Les autres viennent voir le lendemain ce qui se passe. On les prend tous, on les met tous au gnouf. La incroyable. famille Carrément. est dans son droit. C'est vrai que les fenêtres ont été défoncées, elles ont arraché, les membres de la famille ont arraché les portes, pris les documents, allé les loger quelque part, en mettant dehors, c'est commis de l'État. Sortez d'ici. Parce que c'est pas chez vous. Alors, Incroyable. il faut y mettre la forme au moins. Incroyable. Voilà, si vous avez envie d'occuper un bâtiment quelconque, Mais rachetez. appartenant de privé, rachetez. Bien. Alors, Allez-y, Mafia, pour clore. C'est honteux quand même. Hein. C'est vraiment honteux. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, ça me. Vous avez honte à la place de l'État. J'ai honte en tant que Je suis Guinéen. gêné, franchement. En tant que Guinéenne. Très gêné. Lorsque j'écoutais Moïse tout à l'heure, je pensais à toutes ces familles qu'on a déguerpies sur Kakoloma et autres pour dire ce sont des espaces réservés à l'État, pour qu'on y construise des bâtiments, ainsi de suite. Mais voilà, comme on le craignait, on se rend compte qu'il n'y a pas de plan, il n'y a rien. C'est-à-dire... C'est comme Mais si, il y a une grosse affiche devant le palais du peuple. S'il te plaît. Mais non, attendez quand même. S'il te plaît. Ça, c'est Et trop Moussa qui facile. parlait des L'affiche autoroutes, est là, je te quand même. disais L'affiche est là, qu'ils même ne moi, pourront avec pas. un État qui million, n'a 2 pas millions, de je peux petits faire l'affiche et terrains, mettre un là-bas. État qui n'a pas de terrain pour Les construire ses grands propres bâtiments. Il y a Comment des voulez-vous terrains. qu'ils viennent exproprier des centaines Il y a des d'habitations et qu'on te les paye? Voilà Bien. pourquoi, Moussa, je te disais que ton projet, pour l'instant, il reste utopique pour l'État que nous avons parce qu'il est déliquescent. Bien, allez-y, Mafia. Alors, la situation qui se présente, elle est tout à fait, je sais pas, propice pour bon nombre, parce qu'aujourd'hui, on remarquera qu'il y a des négociations, il y a des marchés qui sont passés, il y a même des gens, ici on peut s'enrichir facilement, il faut juste réfléchir. Il y a des gens qui ont des immeubles aujourd'hui, qui se proposent en vendeur auprès de l'État, et bien sûr, le besoin est l'État. Le besoin est là. Avec puisque un mauvais l'État ne payeur, construit là. pas. Non, mais ça Les dérange pas grandes certains, gueules. parce que sur certains coups, si vous êtes le bon ami du bon ministre ou du bon chef de cabinet, vous avez votre argent, ça marche facilement. Maintenant, le problème surfacturer même. Exactement, la Surfacturer. surfacturation, c'est un autre aspect. C'est ça. C'est tellement bien ficelé tout ceci, mais encore une fois, c'est un problème de vision. La dernière fois, je visitais une zone et je posais tout le temps la question, quelle est la partie qui est réservée pour une école publique, pour, je sais pas, les cimetières, pour les hôpitaux. On me disait non, c'est quelque part, on ne sait pas où d'abord, mais l'État a ses domaines. Mais on se rend compte que là, encore, ce sont des privés qui sont en train de tout prendre, qui sont même en train de construire des écoles, parce qu'au moins du côté des privés, il y a une certaine vision. On arrivera à un moment en Guinée aussi où rien n'appartient à l'État. Et justement, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout normal. Parce que l'État, ça symbolise quelque chose d'énorme. Quand on a des départements qui logent, c'est comme quand on prend un peu le scénario lorsque les Chinois viennent construire. Parce que le ministère des Sports est en location. Hein. Mais il y a tellement de ministères la comme Cour ça. mais- constitutionnelle. Quand on vous dit, j'essaie de vous quand on vous dire. dit, attendez quand même, La quand on Cour vous des dit, comptes, quand on vous dit le à qui, CES, attendez un moment, quand on vous dit le à qui médiateur de la appartient, République. à qui appartient le bâtiment qui abrite le ministère des Sports, Oui, c'est oui, je incroyable. sais, oui, c'est incroyable. C'est qui? C'est incroyable. Non, non, Mais non, non, mais- écoutez. C'est qui? Mais non, Oui, oui, Je ça, vous c'est un dis, autre- Mais le mais TPI de c'est ce Dixine, que je vous ai le TPI de Dixine. Non, tous les TPI. Ici, non, Mais c'est ici ça. vous avez la justice qui est abritée dans des maisons dont les propriétaires sont morts au Camboiro. c'est incroyable. Non, mais vous imaginez ce que ça symbolise, ce que ça signifie dans un dont pays. les propriétaires Vous avez des vivent, mais maisons ce ici sont comme des ça. amis ou même ce sont des domaines qui C'est pas un appartiennent certain aux Traoré? responsables même Oh, attendez, quand de ces même. domaines. Oh. En fait, ça va pas loin. Faut confirmer. On réfléchit un peu où est-ce qu'on pourrait tirer de l'argent. Et bien évidemment, l'État est prompt à donner de l'argent pour habiter dans des immeubles au lieu de construire. Et c'est pourquoi moi on dit on construit des hôtels pour que des investisseurs viennent là où ils vont dormir tout et tout. Mais qu'est-ce que vous construisez pour l'avenir du pays? Il y en a pas. Il n'y en a pas.
Quand on vous dit, quand on parlait de Kipé, on parlait du domaine de l'Assemblée. Regardez notre palais du peuple aujourd'hui. Il faut, je pense que pour résumer tout ça, il faut une certaine vision. Il faut une certaine vision et aujourd'hui, il n'y en a pas. Et c'est un cadre vraiment propice pour tout un chacun qui est un peu plus intelligent de se faire de l'argent, surtout quand on a des bons amis placés très haut. L'État donc risque de se faire, l'État aussi qui risque de se faire déguerpir. Vous avez connu ce cinéma très, très célèbre à Cancan, comment ça s'appelle, vers l'église protestante. Je vais me rappeler du nom tout à l'heure, qui est également comme ça, si vous voulez, au carrefour d'un véritable conflit. Vous avez le domaine qui a appartenu à un Français, à un Blanc, et à un Libanais, je crois plutôt, je vais amener le dossier ici, ces jours-ci, qui a appartenu à un Libanais, mais qui avait pour ami un Guinéen. Le monsieur est décédé. Et depuis, le propriétaire même des lieux, en fait, celui qui a géré les lieux, le Guinéen, qui avait quand même pris sur lui d'informer sa famille que ce lieu ne lui appartiendrait pas. Et que le jour où son ami libanais réapparaîtrait, ou ses héritiers, ses ayants droit, de rendre le loyer, l'endroit. Mais c'est plusieurs dizaines de boutiques et tout cela. Mais cet endroit aujourd'hui, vous avez l'État guinéen, en fait représenté par le préfet, en connivence avec quelques cadres, qui viennent demander les papiers. Même basse. Justement, qui va demander les papiers du domaine à la vieille, à la pauvre veuve, vont créer des documents de toutes pièces. Mais je viendrai parce que Aziz Diop, son rôle dans cette histoire, et il est en train de faire tout cela au nom d'un ministre de la République qui est en train de racheter tout à Cancan aujourd'hui. On va revenir sur ce dossier, pourquoi pas le vendredi. Le bureau de l'Assemblée nationale rejette la requête du corps des magistrats sur la levée de l'immunité d'Amadou Damaro. On l'avait prédit dans la mais pourquoi tu commences pas un sujet? On l'avait prédit. Demander à une société de sorcières de livrer l'une des initiées. Parce que ceux qui frappent la sorcière, ceux qui frappaient la sorcière en chef finira par frapper le reste des sorcières. Ça ne marche pas comme ça. Je l'avais dit, les magistrats, vous savez, parfois quand on parle, les gens ils nous prennent une note d'urgence des magistrats. Je l'avais dit ici à l'antenne que je ne comprenais pas pourquoi. Pendant 48 heures, M. Damaro s'était rendu coupable de ses forfaits. Ils n'ont pas mis en branle la procédure, j'appellerais d'urgence en fait, en flagrance. Parce que cela les aurait évité tout cela. Il a tenu ses propos depuis le 3 avril. Et le 5, tout le monde savait que c'était l'ouverture de la session des lois. Or, en période de session, la procédure devient plus longue, plus lourde. Donc ils ne l'ont pas fait. Vous n'êtes pas du tout surpris. Hein. Mais je l'avais prédit. Alors, on ne va pas y consacrer assez de temps quand même. On ne va pas y consacrer quoi que ce soit. À la place des députés, j'aurais probablement fait la même chose. Parce que ceux qui frappent, les malinqués disent et si vous voyez les vautours se rassasier de la dépouille de votre camarade, dites quitte ma dépouille. Allez-y, Ruby. On l'avait prédit dans ce studio. Ça avait été... il faut s'attendre à la colère des magistrats. Ils attendront. Après la législature, ils se saisiront de Damaro en ce moment-là. Mais ils vous attendront encore longtemps. C'est pas une partie totalement jouée. Hein. C'est pas une partie. C'est pas joué. C'est pas une partie totalement jouée, mais on l'avait prédit. On avait prédit ici la victoire de Sieur Damaro contre la République, contre les magistrats et tout, parce qu'on sait ce qu'ils représentent au sein de la galaxie RPG arc-en-ciel. C'est le baobab. Ça aurait été un coup de tonnerre s'il avait été lâché, tellement c'est l'homme qui s'est communiqué au sein du RPG arc-en-ciel. C'est l'homme qui s'est tiré à boulet rouge sur les adversaires du président. Et la majorité, c'est bien évidemment la majorité confortable au sein de l'Assemblée nationale. Donc pour moi, ça m'étonnerait que ce soit le contraire. Les magistrats devront encore prendre leur mal en patience. Pour le moment, Damaro est puissant, il est fort. Il est bien assis, il est bien entouré. On ne peut pas le lâcher comme ça. Attendez que la mandature finisse. Comme ça, peut-être que vous pourrez lui mettre le grappin là-dessus. S'il n'est pas parti dans son États-Unis, parce qu'il aime bien son États-Unis. Bien entendu. Allez-y, Moussa. Je pense que c'est aussi une sorte de revanche un peu de ceux qui ont longtemps dénoncé le fait qu'à un certain moment, le pouvoir judiciaire faisait dans la combine avec l'exécutif et quelquefois le législatif. Je pense qu'en ce moment, par rapport à cette histoire des élections communales et autres, beaucoup de reproches ont été faits contre le pouvoir judiciaire. Il faudrait que le pouvoir judiciaire tire les leçons de tout cela. Si, à un moment donné, il ne jouait pas à ce jeu-là, avec l'exécutif surtout, et quelquefois avec le législatif, on n'en serait pas là aujourd'hui. On a envie de dire c'est bien fait pour eux. Les députés de l'opposition c'est bien fait pour eux. ont décidé de ne pas livrer
Damaro, ben, vous savez, c'était quoi leur récrimination contre le pouvoir judiciaire? Ils ont dit, pourquoi on va le faire maintenant? C'est maintenant que le judiciaire se réveille, on ne le fera pas. Je pense que ça doit être aussi une prise de conscience au niveau du pouvoir judiciaire. Ne soyez pas au service d'un homme, soyez au service du peuple. Ouais. Le peuple saura vous le rendre un jour. Mais lorsque vous êtes au service d'un homme, eh bien, pensez à tout ce qui peut être dans le vocabulaire de pirouette, girouette, tout ce qui tourne, parce que ce n'est pas constant. Il faudrait servir le peuple, c'est ce qui est constant. Allez-y, ma frère, pour clore. Alors, c'est vrai que je maintiens ma position. Je suis de ceux qui pensaient qu'il ne fallait pas s'attendre à ce qu'on enlève l'immunité de Damaro. On a bien vu des députés qui ont été menacés, enfin, pour qui on demandait de lever l'immunité. C'est le cas du député Ousmane Gawal. Mais à aucun moment on a vu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand même, il ne faut pas présenter la chose comme si c'était juste une volonté de ne pas laisser Damaro dans la main des magistrats. Ça peut être aussi, comme ils le disent, parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de raison valable pour qu'on lève l'immunité de Damaro. Puisque la décision leur appartient, c'est à eux. S'ils estiment que les raisons sont valables, ils peuvent le faire. Mais s'ils estiment que les raisons ne sont pas valables, on ne peut pas leur en vouloir. C'est leur décision et c'est, comme on le dirait, c'est leur pouvoir discrétionnaire. Bah, voilà. Donc, ce qui est quand même visible, on aura compris avec cette crise qu'il y a une immixtion dans les différents pouvoirs, que ce qu'on nous présente souvent, genre la justice est indépendante, le pouvoir législatif ne se mêle pas, la présidentielle est loin de tout ceci. Ce n'est pas vrai, la réalité est là, mais justement nous attendons de telles crises pour comprendre. Mais après, au-delà, il ne faut pas attendre beaucoup, parce que jusqu'à présent et jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas cette indépendance au niveau de nos institutions. Il ne faut pas s'attendre à un grand scénario où on verra les uns et les autres inquiétés parce qu'ils ont vu tel ou parce qu'ils ont violé tel ou tel. Non, la Guinée, on n'est pas arrivé là encore. Ça, c'est une réalité. Maintenant, pour le cas de Damaro, je le dis, c'est pas forcément parce qu'ils ne veulent pas vendre Damaro. Ça peut être parce qu'ils estiment aussi qu'il n'y a pas de raison valable pour qu'on lève son immunité. Bien. Pendant ce temps, il y a peut-être... vous voulez rajouter, allez-y. Non, mais il y a aussi le fait que tu as soulevé une question importante, c'est que certains députés avant Damaro étaient dans le même ont été inquiétés. Voilà. Et donc ils ont tous ils ont tous fait chorus pour le soutenir. Jean-Marc Telliano, avec son histoire de tablette, on se souvient très bien qu'il était question de le livrer. Jean-Marc Telliano, il dit qu'il est désormais de la mouvance. Oui, mais écoute, il est de la mouvance. Il est frustré, il tire la gueule. Je te parle pas de son côté de son côté mouvance. Je te parle pas. Il dit qu'il a de la mouvance. Attendez, mais il n'est plus de la mouvance plutôt. Voilà, il n'est plus de la mouvance. Il n'est plus de la mouvance. Et il n'est plus de l'opposition non plus. Mais je sais pas où. Et il n'est ni contre ni pour un troisième. C'est un simple frustré. C'est la politique de la chauve-souris. Revenons à nos mots-étons. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on se souvient à l'époque, Jean-Marc Telliano ne va jamais cesser de nous étonner, comme d'autres ne cessent pas de nous étonner. La liste des girouettes est longue. Ceux qui sont jaunes aujourd'hui, ils sont verts demain et sont rouges après-demain. Cette liste est longue. C'est devenu comme ça la politique chez nous. C'est le sport favori. C'est le sport favori des politiciens. Mais ce que je vous ai dit, c'est que on se souvient à l'époque, Jean-Marc Telliano, lorsqu'il avait son histoire de tablette, avait été inquiété. Il a failli être livré à la justice. Donc on l'a protégé. Ousmane Gawal, son cas aussi. Donc le cas d'Amaro ne nous étonne en rien. On l'avait prédit ici. On avait prédit sa victoire contre les magistrats. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut toujours faire attention. Avec la justice, ce n'est jamais la victoire, hein. Vous pouvez avoir une position de privilégié à un moment donné, une position de force à un moment donné qui vous permet de narguer la justice un temps, mais rendez-vous bien compte que la justice rattrape toujours. On a le cas de grands hommes d'affaires qui sont légion. On a le cas du président du groupe Renault-Nissan, etc. Il y a plein, il y en a le cas de Bernard Tapie, il y a plein de cas comme ça où pendant que vous êtes au cœur du pouvoir, ou pendant que vous avez le pouvoir, vous sait se lever toujours au mauvais moment. Vous narguez la justice, mais le jour où vous n'êtes plus en position de privilégié, la justice c'est comme un cobra, elle revient vous mordre. C'était le tableau de l'actualité donc en premium.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.